commencer, ça fait plaisir d'entendre ce qui a été dit avant. Moi, quand j'entends pollueur-payeur, quand j'entends remise en question des éco-organismes, se poser des questions du capital, des ressources, enfin, c'est des choses qui portent, et c'est pour ça que nous, dans notre aventure, on est rentré dans le réseau national des ressourceries pour chercher justement ces gens qui se posent ces questions et qui ont envie de se regrouper pour faire avancer cette histoire, quoi, des déchets et de tout ce que notre société finalement produit et qui n'est pas de l'art, du beau ou quelque chose qui sert à bien vivre, mais des déchets du coup. Alors nous, on est parti de l'éducation populaire qui nous a amené, ça fait 10 ans, un peu plus, on est un collectif qui a varié, mais on est une quinzaine, on va dire, d'être très actifs autour, il y a une cinquantaine de personnes qui viennent, qui bougent. Et de ce noyau-là qui vient de l'éducation populaire, on est passé à l'animation socioculturelle, logiquement, l'animation à la sensibilisation à l'environnement, et on a pratiqué la voie artistique pour passer le message, et on est parti sur une réflexion irréversible sur l'art de vivre. Et du coup, on s'est posé la question de comment on met de l'art dans notre vie quotidienne, que se chauffer, se nourrir, se loger, se déplacer, se vêtir, échanger ensemble. Du coup, voilà, c'était trop tard, on avait fait un pas de trop. Et on s'est lancé dans le fait de redécouvrir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer de bien dans tous ces domaines fondamentaux. Donc déjà, ça veut dire qu'on en élimine pas mal qui, peut-être qu'on réfléchira plus tard, mais qui sont secondaires. Et donc, ça veut dire qu'on revient aussi à une sobriété. Et dans cet élan, vu les compétences qu'il y avait autour de nous aussi, d'artisanat et de savoir-faire, et que forcément, on était demandeurs de savoir-faire et de technique, l'idée on va dire même à l'état actuel, de sauvegarder, de valoriser, d'être tremplin des savoir-faire et de l'artisanat, c'était une évidence. Et c'est par ce biais-là que ça nous a amené voilà, à la ressourcerie. C'était dans l'idée que, bon, pour poser les artisans, il nous faut un grand espace, il faut des ateliers, qu'il y ait une mutualisation de tout ce qui peut être mutualisé. Et l'idée, voilà, d'un cycle de revalorisation des déchets au milieu, c'était logique, parce que ça a amené le gisement, et c'était des artisans qui n'avaient pas envie de partir sur de la matière à chercher, mais de la matière qui est là et qui pose problème. Et du coup, on est dans l'usine plusieurs artistes, artisans, à œuvrer dans des catégories, le bois, la rénovation bois, le fer, les métaux, la création. Là, on a une micro-entreprise parce que du coup, ça permet vraiment le tremplin. Forcément, on ouvre des locaux, on donne accès au gisement. Et donc, il y a un auto-entrepreneur qui vient de se monter en meubles atypiques, une micro-entreprise dans la fabrication de structures en fer et qui recycle aussi le verre pour faire des parois. Il y a une équipe de couturières qui commence à bien se faire connaître, notamment avec les théâtres de Montpellier qui produisent les costumes, et puis ils ont vu qu'on avait la possibilité de créer des décors. Donc là, on construit un nez géant pour Cyrano de Bergerac. Ça nous fait partir dans des voies pas prévues, mais c'était ce qu'on demandait, c'est qu'on soit à l'écoute du local et quels sont les besoins, à quoi on peut répondre, et qu'on remette une place centrale à ces artisans. Et de remontrer la différence entre ces produits. Parce que pour nous, voilà, la sensibilisation à la réduction des déchets va se faire par la sensibilisation à la consommation. C'est déjà la base, et pour le mieux que sensibiliser à la consommation, c'est déjà de proposer des alternatives, et l'artisanat est une alternative. L'artisan, on va le revoir quand c'est cassé, il peut réparer les choses, en tout cas, nous, on a des chartes éthiques, donc ils utilisent des matériaux éthiques. Et voilà, ça fait toujours ça de moins pris dans la grande surface, qui ne joue absolument pas le jeu collaboratif, comme ça a été dit. On a beau faire en sorte de se casser la tête pour tout recycler, eux, ils vont trouver un nouveau plastique qui ne recycle pas. Ils sont les pros de ça. Et si on laisse faire les entreprises justement prendre ça, qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront les ressourceries et tout? Ils feront en sorte d'avoir des choses qui ne s'arrêtent jamais. Eux, ils ne veulent pas disparaître. Nous, la volonté des ressourceries, c'est de disparaître dans notre fonction de réduction des déchets, parce qu'il y aura zéro déchet, et de s'adapter à un autre modèle. Et dans cet autre modèle, nous, on met en place
justement le soutien à l'artisanat. Donc ça a été très compliqué au niveau des statuts. Nous, à la base, on est associatif, on y est beaucoup attaché vraiment à ce statut qui est mis, je pense, en péril, quoi, et qui n'est pas vraiment exercé de la façon le mieux qu'elle devrait. Donc on a été assez loin, en bureau collégial, horizontalité, on a une AG par mois avec les salariés et les bénévoles actifs pour redéfinir le projet. À chaque fois, on essaye de prendre beaucoup de temps pour redéfinir le projet tous ensemble et que les décisions soient prises au consensus. Sinon au consentement, sinon au vote. Et maintenant, ça fait 14 ans, je crois qu'on n'a jamais eu besoin de vote. Et c'est sûr. Et consentement, peut-être arrivé une ou deux fois. Donc pour dire que c'est... pour qu'il y a d'échanges d'idées, il y a beaucoup de personnes, on est très très différents dans l'équipe et c'est, je pense, notre richesse. Hein, et c'est là aussi qu'on trouve la richesse du réseau national des ressourceries, quand on se retrouve avec les 140-150 directeurs. Eh bien, en fait, on est de mondes complètement différents, mais on a une même passion, on le sent. Et on parle, voilà, comme les interventions d'avant, c'est passionnant, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de... on n'a pas la passion des déchets, mais quelque part, peut-être la passion d'une perfection de l'être humain qui n'avait pas à avoir cette dérive-là. Surtout, bon, heureusement ou malheureusement, qu'on a voyagé un peu, qu'on a vu des documentaires, qu'on sait ce qui se passe, et ben on sait que quand même on est responsable de beaucoup de dégâts autour de nous. Et qu'on a des œillères, on ne le voit pas. On ne sait pas où est-ce que ça part. On sait que là-bas, ils font brûler des câbles, en Afrique, ils font brûler des câbles et ils s'intoxiquent, les enfants, pour retirer les bouts de cuivre, mais ça vient de chez nous, quoi. Mais ces fils-là, bon, ils sont à éclaircir, à mettre de la lumière, et donc c'est chouette, la carte qui est en train d'être mise en place sur les filières de recyclage. Voilà, avancer... pas se contenter d'en être là et se dire ça y est c'est fini, on est une structure d'insertion, on crée de l'emploi et tout. Non, non, on est capable même de se mettre en danger, mais en même temps de se fortifier. Et on va plus aller vers de l'emploi périn, des choses on va y aller petit à petit, mais faire que c'est costaud, mais en même temps avec une grande force d'adaptabilité. Et donc ça fait que malgré ce gros défi qu'on a de rachat des locaux, une usine de 3500 mètres carrés, le contrat prévoyait sur 3 ans. Sinon, on doit l'acquitter et donner 30 000 euros si on n'y arrive pas. On a un modèle économique qui nous a fait gagner plus de 50% en moins de 2 ans. Donc on est à 160 000 euros par diverses activités de sensibilisation à l'environnement, d'exposition recyclage qui tourne, de location de structures autoconstruites, il y a une grande campagne de crowdfunding qui est lancée, voilà, on en appelle aux dons. Il y a aussi des apports avec droit de reprise, des sortes de prêts que les parents ils nous font à 1 000 euros, allez hop, ça fait avancer l'histoire. Mais là c'est sur 300 000 et du coup nous on vient un gros travail de fourmi et on sait que c'est notre dernière année. C'est soit on réussit, soit on va réussir. Et, donc on se donne tous les moyens pour y arriver et enfin, on n'est pas super fort dans la com, dans les choses comme ça, on doit se booster un petit peu, mais on sait aussi repérer nos faiblesses et il y a des amis des fois qui viennent nous donner des coups de main pour monter les dossiers et on s'entraide et c'est là où notre base elle est collaborative, on utilise des outils collaboratifs numériques, ça a bouleversé notre vie associative, on les essaime aussi autour de nous, ça participe à des petits pas irréversibles de changement de la société et finalement ce qui est beau c'est qu'on commence à les voir. Et en fait, je disais normalement, t'es animateur, il faut 10 ans que tu vois pour une chose changer. En fait, on se rend compte que quand on y met le paquet, on peut voir même en une vie des choses déjà changer. Donc ça devient intéressant. Et ça booste encore plus. Donc on est assez boosté, le fait de se retourner, voir qu'il y a des choses qui sont produites, et ben ça nous rebooste encore. C'est une sorte d'énergie libre qui nous propulse. Mais on sait que c'est pas infini, on a une grande force bénévole. Il y a des gens qui donnent 2 temps plein, il y en a 3 temps plein. C'est vraiment... Mais le but c'est quand même de créer des emplois, une perspective pour chacun. Mais on sait que notre botte secrète, elle vient aussi de cette force bénévole. Elle vient aussi du soutien populaire, des dons,
Et, et là, heureusement qu'on était comme ça, parce qu'on se rend compte d'aller voir les collectivités et tout ça, c'est très compliqué au niveau département, région, ADEME, pour avoir des sous au niveau de chez nous. Et même si on peut monter des super dossiers, il y a des emplois, un modèle économique qui crée un emploi chaque année, et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Et imaginez du coup si on rachète l'usine et qu'on n'a plus la contrainte des loyers, alors ça développe encore plus la chose. Et on a plein des beaux projets qui se développent autour, et on n'a pas envie d'être freiné par l'argent, c'est pas cohérent dans le rêve d'être freiné par l'argent. Et donc voilà, on pense qu'on va se monter en CAE, SCOP, avec les artisans pour tous participer, parce que tous ont envie de ça, de participer à ce défi commun. Et donc dans une SCOP, il y a des fonds qui sont bloqués pour le projet collectif, et en plus des fonds qu'on peut répartir à d'autres au projet. Donc on va créer un emploi pour gérer les emplois, parce qu'on a un grand problème avec pas mal d'artistes qui ont un potentiel énorme. Il y en a un, il a créé des zig, il y en a un autre, il a créé des hommes, il y en a un qui fait des structures vivaces. Enfin, c'est assez novateur, mais chacun, c'est sûr que ça montre déjà des signes que ça cartonne. Mais sauf qu'ils ont vraiment des gros problèmes avec les papiers, les statuts, et donc là, nous-mêmes, s'entraider à faire ça, et voilà, et du coup, ça nous soude encore plus, et c'est encore plus collaboratif, donc voilà le modèle qu'on a trouvé, qui nous va bien, parce qu'on est, du coup, on rentre dans une usine. Mon père, moi, il était ouvrier d'usine, il a été obligé de se mettre militant syndical pour faire avancer des droits que maintenant il voit perdre, mais c'était pas... Moi, quand j'étais faire un stage en 4e dans son usine, et je me suis dit jamais je travaillerai dans une usine. Et finalement, quand je rentre dans l'usine, je vois des passionnés, des gens qui travaillent sur leur boulot, qui sont passionnés, qui sont en train de réaliser ce qu'ils sont à l'intérieur. Alors là, c'est tout simplement fabuleux. On fait visiter, il y a des tours, et les gens ressentent ça parce qu'il y a vraiment une belle créativité et de la passion dans ce qu'on fait. Donc voilà, c'est l'association Air d'Évolution, la ressourcerie du Pont. Vous pouvez trouver ça sur internet, il y a le crowdfunding, vous pouvez soutenir chacun à son échelle. On a des flyers aussi. Et après, nous, au niveau des collectivités locales, le schéma, ça a été aussi de ne pas arriver et d'être dépendant trop de l'argent, de subventions ou quoi, de créer notre modèle et d'aller plus dire, ben, regardez, on apporte ça, ben, regardez, on apporte ça, ah, ben, c'est chouette, et là, on crée des conventions avec la mairie, avec le syndicat mixte des déchets qui sont des plus pour nous, évidemment. On a pu créer notre petite déchetterie au centre du Vigan qui permet de faciliter enlever beaucoup de transport et d'essence. Voilà plein de petites solutions locales que les collectivités, on arrive à trouver sans forcément passer par l'argent. Mais voilà, donc notre défi, il est grand. On continue de le porter, mais une fois qu'on l'aura réussi, on sait que du coup, si on y arrive, il y a un modèle qui est intéressant pour faire en sorte que les circuits courts reprennent le dessus vis-à-vis de ces gros organismes. On voit quand même Veolia venir chercher notre D3E, ça nous fait un peu mal au cœur, quoi. Mais c'est les organismes, c'est comme ça. Pour l'instant, on est dans un système qui dit ok, c'est comme ça, mais vite, faisons en sorte que ça soit plus comme ça, et avec la dynamique régionale ou quoi, pourquoi pas des camions à nous qui passent dans chaque ressourcerie et qui ont les machines de broyage de textiles, de séparation de l'électronique, qu'on fasse nous-mêmes les choses, parce qu'on s'est approprié des machines qu'on a mutualisées. Et voilà, au local. Hein. Donc on est vraiment content d'avoir rencontré Vincent et la dynamique de la ressourcerie de Bédarieux aussi dans cette aventure du réseau national, parce que voilà, le REFER et maintenant d'autres acteurs qui ont cette vision-là, je pense qu'il peut se passer de belles choses, et vous voyez que c'est voilà, il y a des gens qui prennent ça en main, qui prennent ça en tête, quoi, ce sujet-là, et du coup, voilà, on va arriver à tous nos défis dans peu de temps. Merci.